Les observations rigoureuses menées jusqu'à maintenant nous donnent une image fidèle du réchauffement climatique. Ce réchauffement se produit dans presque toutes les régions. Si on ne donne pas un prix aux émissions de gaz à effet de serre, les marchés sont trompeurs, c'est un véritable échec. En effet, je pense avoir décrit la situation de manière tout à fait sensée, comme le plus grand échec du marché que le monde n'ait jamais connu. Il n'y a pas à se préoccuper du plafonnement des émissions, ça ne marchera pas. Je peux vous prédire que ça n'arrivera pas. En juin 2009, 7000 délégués venus du monde entier se sont réunis à Bonn. Leur objectif, convenir d'un texte de négociation pour ce qui a été décrit comme la réunion la plus importante pour l'avenir de la planète, le sommet sur le changement climatique de Copenhague en décembre 2009. Les dirigeants du monde doivent répondre à une question simple. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour réduire les émissions de CO2 afin d'éviter les pires effets du changement climatique ? Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, un groupe composé de 2500 climatologues parmi les meilleurs du monde, a conclu que l'activité humaine a poussé la proportion de CO2 dans l'atmosphère à des niveaux dangereusement élevés. Les scientifiques ont expliqué à quel point la vie animale et végétale serait gravement touchée. Mais les conséquences sur l'économie mondiale ont été moins bien comprises. Beaucoup de prédictions économiques très sombres ont déjà été publiées, mais c'est grâce à Lord Nicholas Stern, un ancien économiste impartial et sans prétention du Trésor britannique et de la Banque mondiale, que la science et l'économie ont pu tomber d'accord. Le rapport Stern de 2006, commandé par le gouvernement de Tony Blair, a été le premier à essayer d'évaluer le coût du réchauffement climatique si rien n'était fait pour s'attaquer aux causes. C'est le rapport le plus important publié par ce gouvernement durant son mandat. Selon Nicholas Stern, il va falloir consacrer 2% du PIB mondial à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Si nous n'agissons pas aujourd'hui, explique-t-il, nous pourrions être confrontés dans 50 ans à des changements climatiques incontrôlés et à une addition 10 fois plus élevée. Dans cet épisode de Nature Inc., nous allons examiner les explications économiques du changement climatique. Nous vous présenterons un pays qui a misé sur les énergies renouvelables tout en maintenant sa croissance. Nous découvrirons également que la nature a l'impact économique le plus important. Si nous ne parvenons pas à maîtriser le changement climatique, nous subirons d'ici la fin de ce siècle ou le début du prochain des augmentations de température de 4, 5 ou 6 degrés. Cela entraînera d'énormes perturbations dans la géographie du monde. Certaines zones se transformeront en déserts, d'autres seront inondées, d'autres encore seront ravagées par les ouragans. Certaines rivières verront leur cours changer, le niveau des océans s'élèvera et le littoral sera modifié. L'avertissement de Nicholas Stern est sévère et son analyse économique simple. Faute d'action rapide, dès le début du changement climatique, nous risquons de payer sous peu un prix beaucoup plus élevé. Et une partie des coûts est susceptible de retomber sur les pays en développement, c'est-à-dire ceux qui sont les moins en mesure de payer. Le PNUD a fait un calcul très utile, où il a fait valoir que les coûts supportés par les pays en développement pour atteindre leurs objectifs de développement représenteraient environ 85 milliards de dollars par année. À comparer avec ce qu'aurait été ce coût si le climat était resté plus stable. Nicholas Stern estime que chaque tonne additionnelle de CO2 dans l'atmosphère cause des dommages d'une valeur d'au moins 85 $. Chaque jour, 70 millions de tonnes de gaz carbonique s'échappent et personne ne paie le prix. Il soutient que les forces du marché ont été faussées. Lorsque nous privons certaines personnes de travail parce qu'ils fabriquaient des chemises, nous payons et nous trouvons cela normal, et c'est juste parce que le marché nous donne une indication de la rareté. C'est également un indice du coût de production, et pour que les marchés fonctionnent bien, ils doivent refléter le coût de production des biens. Si on ne donne pas un prix aux émissions de gaz à effet de serre, c'est un véritable échec.
En effet, je pense avoir décrit la situation de manière tout à fait sensée, comme le plus grand échec du marché que le monde n'ait jamais connu. Nicolas Stern assure que la meilleure manière de corriger cet échec du marché serait de taxer les émissions. Nous ne cherchons pas à abandonner les marchés à cause de leurs échecs. Les marchés restent très importants. Le défi, c'est de les faire fonctionner correctement, ce qui signifie fixer un prix pour les gaz à effet de serre. De combien serait-il, ou quel serait le montant d'une taxe sur le carbone? Ce serait peut-être $50 ou un peu plus par tonne de CO2. Quel serait l'impact sur les prix de l'essence? Ça représenterait environ 40 cents par gallon aux États-Unis. Certes, c'est un coût important, mais c'est le genre de coût auquel nous devrions pouvoir nous adapter. Et Nicolas Stern y voit des avantages potentiels. Ces impôts, combinés à des mesures d'efficacité énergétique et aux nouvelles technologies, pourraient orienter le monde dans une voie à faible émission de carbone. Il estime que cela pourrait stimuler l'économie mondiale d'un montant de 2500 milliards de dollars par année. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec les chiffres de Nicolas Stern. Nigel Lawson, ministre des Finances sous Margaret Thatcher, est l'une de ces personnes. La grande majorité des économistes se sont exprimés et ont expliqué que les aspects économiques du rapport Stern sont totalement erronés. Les critiques soutiennent que Nicolas Stern surestime les coûts réels des mesures à prendre pour pallier aux effets du changement climatique. Plutôt que de payer pour réduire les émissions désormais, il serait peut-être plus rentable de payer pour l'adaptation aux effets du changement climatique quand ils surviendront. Nous nous adaptons, c'est ce que les gens ont toujours fait, c'est beaucoup plus rentable. Et pour les pays les plus pauvres du monde, ceux qui n'ont pas les moyens de s'adapter, nous leur donnerons une aide au développement pour leur permettre de s'adapter. C'est parfaitement plausible et sensé. Nicolas Stern confirme que l'adaptation peut aussi être utile. Oui, nous devrons nous adapter au changement climatique, mais moins nous aurons réussi à limiter les changements par nos actions et en limitant nos émissions, plus il faudra s'adapter. Donc en réfléchissant à ces décisions, combien limiter, combien dépenser pour l'adaptation, il faut peser les risques qu'il est possible d'éviter en termes économiques. Les décisions concernant les sommes d'argent à dépenser pour éviter les changements climatiques étaient au centre de la réunion sur le climat de Copenhague en décembre 2009. Selon l'opinion générale, tout pays qui s'oriente vers une économie à faibles émissions de carbone sera perdant face aux autres pays qui maintiennent leurs habitudes de consommation de combustibles fossiles. Pour le vérifier, Nature Inc. est allé dans le pays hôte de la conférence pour savoir si les politiques en faveur des énergies non polluantes ont freiné son économie. Connie Hedegaard est la ministre danoise du Climat et de l'Énergie. Selon elle, il ne fait aucun doute que les politiques du Danemark aient aidé plutôt que nui à l'économie. Nous avons concentré nos efforts depuis 30 ans sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Le public y est très favorable pour un certain nombre de raisons, particulièrement pour le grand nombre d'emplois créés. Aujourd'hui, les énergies renouvelables et les technologies d'efficacité énergétique sont l'un de nos secteurs d'exportation les plus dynamiques. Lorsque la crise pétrolière de 1970 a frappé, le Danemark dépendait à 99% du pétrole du Moyen-Orient pour combler ses besoins énergétiques. Aujourd'hui, après presque 4 décennies, le Danemark est le seul pays de l'Union européenne à être autosuffisant sur le plan énergétique. Et ce n'est pas uniquement grâce au pétrole de la mer du Nord. Le Danemark a la plus forte proportion de production d'électricité provenant de sources renouvelables en Europe, près de 30%. Et c'est l'énergie éolienne qui se taille la part du lion. L'essor de l'éolien a également créé plus de 20 000 emplois. Près de la moitié de toutes les éoliennes dans le monde sont fabriquées par des sociétés danoises. L'aide publique a été cruciale, c'est nécessaire. Et les impôts danois sont parmi les plus élevés au monde. Et ce sont ces taux d'imposition élevés qui ont permis aux gouvernements successifs depuis 1973 de fournir le soutien financier nécessaire au développement de technologies énergétiques renouvelables. Le secteur a été fortement subventionné au fil des années. Je pense qu'il est communément admis que si nous avons une industrie aussi forte aujourd'hui, c'est grâce à l'intervention du gouvernement à l'époque. Ce n'est pas une question partisane, ça dépasse les lignes des partis. Sur l'île danoise de Samsø, les quelques 4000 habitants ont décidé d'aller encore plus loin.
Ici, la totalité de l'électricité et du chauffage provient d'énergies renouvelables. Même les voitures et les tracteurs sont modifiés pour utiliser l'huile de colza comme carburant, et c'est bon dans les salades aussi. Le projet leur a coûté 54 millions d'euros, dont 4 millions d'euros de subventions publiques. La clé de cette réussite consistait à impliquer l'ensemble de la communauté. Vous ne pouvez pas y arriver sans eux. Il faut qu'il y ait un lien entre eux et les éoliennes, par exemple. Elles doivent être là pour une raison, sinon les gens vont s'y opposer et répliquer qu'elles troublent leur vue. Les résidents de l'île sont désormais actionnaires de l'entreprise qui gère cette énergie renouvelable. Ils perçoivent de l'argent lorsque l'alimentation électrique excédentaire est revendue au continent. Certains sont des investisseurs directs et certains font partie d'un projet communautaire. Mais chaque personne sur cette île perçoit les bénéfices de cet investissement. Certains sont de gros investisseurs et d'autres plus petits, mais tout le monde est gagnant grâce au projet. Bien que les Danois aient la plus grande proportion d'électricité d'origine éolienne dans le monde, ils émettent 9,8 tonnes de CO2 par personne et par an, soit environ la moitié des émissions de son voisin riche en pétrole, la Norvège. Même si le Danemark ne peut pas encore réellement prétendre avoir une économie à faibles émissions de carbone, l'énergie éolienne à elle seule fournit l'électricité pour 1,4 million de foyers, soit l'ensemble de l'ouest du Danemark. Une économie d'un équivalent de 5 millions de tonnes de CO2 par année. Les économies émergentes à divers stades de développement prennent aussi des engagements importants. En juin, la Chine a annoncé son intention de produire 1/5 de ses besoins énergétiques à partir de sources renouvelables d'ici 2020. Elle a affecté 30 milliards de dollars pour des projets à faibles émissions de carbone. La Corée prévoit de fournir de l'énergie solaire à 100 000 foyers d'ici 2012, soit 10 fois plus qu'en 2007. N'est-il pas étonnant que malgré la plus grave crise économique que nous connaissons depuis une décennie, le climat soit encore à l'ordre du jour? Qu'est-ce que cela signifie? Que les gens ont pris conscience que nous ne pouvons résoudre la crise économique uniquement si nous savons d'où notre énergie va provenir à l'avenir et comment nous allons résoudre la crise climatique. Nos océans, forêts et tourbières agissent comme des éponges pour le dioxyde de carbone. Les scientifiques nomment ce processus la bioséquestration. Mais ils sont inquiets car au moment même où nous devrions prendre des mesures pour sauvegarder nos systèmes naturels de stockage de CO2, nous les endommageons, et dans certains cas, de manière irréversible. Les forêts et océans sont les plus grands puits de carbone du monde. Ils absorbent environ la moitié des émissions de CO2 produites par l'activité humaine. Mais l'économie mondiale détruit les forêts et surcharge les océans. Ces scientifiques, au Svalbard, un archipel d'îles à l'intérieur du cercle arctique, analysent l'impact de l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'eau. Des niveaux trop élevés pourraient entraîner l'acidification des océans. Une des choses que nous analysons, c'est la concentration de carbone. Et en voici du carbone. À mesure que l'eau absorbe une partie du CO2 de l'atmosphère, la nature chimique de l'eau passe d'alcaline à acide. Les conséquences pourraient être désastreuses. Dans des conditions acides, les coquillages et crustacés sont privés du calcium qu'il leur faut pour construire leur carapace et les récifs coralliens dépérissent. Les scientifiques qui étudient la hausse des niveaux de CO2 s'entendent sur le fait que l'acidification des océans pourrait être l'un des impacts les plus graves sur l'environnement, mais aussi l'un des moins bien compris. Je suis très préoccupé par l'acidification des océans. Dans 30 ans, en raison des concentrations de CO2, les océans ne seront plus en bonne santé. Vos enfants iront à la mer et verront des récifs coralliens en mauvais état. Ils commenceront à se dissoudre. L'impact sur la pêche dans le monde pourrait être immense. 520 millions de personnes dépendent de l'industrie de la pêche. Près de 3 milliards de personnes, presque la moitié de la population de la planète, dépendent du poisson comme source importante de protéines. À peine la moitié des gaz à effet de serre émis par l'activité humaine terminent dans l'atmosphère. Le reste est absorbé par les écosystèmes. Si nous devions payer pour ce service actuellement gratuit, cela représenterait des milliards de dollars. Les écosystèmes ont une valeur inestimable pour la société humaine. Le Centre international de surveillance de la protection de la nature de l'ONU, basé à Cambridge au Royaume-Uni,
étudie la capacité des écosystèmes de la planète à absorber et stocker le CO2. Les plantes le font de manière tout à fait naturelle dans le cadre de leur processus biologique. Nous n'avons pas à intervenir ou à faire quoi que ce soit en inventant une solution technologique, mais nous devons nous assurer de prendre soin de ces systèmes naturels pour ne pas les perdre, pour qu'ils soient durables, bien entretenus et qu'ils continuent à nous rendre les services dont nous avons besoin. Le centre de recherche utilise des images satellites pour cartographier les zones où la bioséquestration est la plus élevée. Le centre a estimé le coût de restauration des sols et terres dégradés à l'équivalent de 10 $ par tonne de CO2, ce qui rend les écosystèmes naturels très rentables. Les forêts ne sont pas les seuls écosystèmes à prendre en compte. Lorsque l'on étudie les moyennes mondiales, les forêts tropicales stockent environ 160 tonnes par hectare de forêt, alors que les tourbières en stockent près de 10 fois plus, soit 1450 tonnes de carbone par hectare. Les tourbières sont les réservoirs de carbone les plus efficaces en termes de volume de tous les écosystèmes. Le centre estime qu'ils contiennent 550 gigatonnes de CO2. Mais au niveau mondial, 65 millions d'hectares de tourbières, soit la superficie de la France, sont menacés par l'érosion, la coupe ou la conversion en terres agricoles. Environ un tiers de toutes les tourbières sont en Indonésie. Voici une forêt de tourbières dans l'est de Sumatra. En février 2009, l'Indonésie a levé le blocage concernant l'utilisation des tourbières pour les plantations de palmiers à huile, mettant 2 millions d'hectares en péril. Cette immense plantation se trouve dans la province de Riau. Ironiquement, la demande en huile a augmenté du fait de son utilisation pour fabriquer des soi-disant biocarburants respectueux de l'environnement. Lorsque l'on prend en compte l'effet sur les tourbières, il est estimé que la combustion d'huile de palme produit de 3 à 9 fois plus de CO2 que la combustion de charbon. Les tourbières sont également présentes dans les régions tempérées. Au Royaume-Uni, 94% des tourbières hautes ont déjà été perdues à cause des pluies acides résultant de décennies de pollution atmosphérique des villes et des usines. Cette pollution tue les mousses et les lichens qui lient la tourbe, ce qui la rend vulnérable à l'érosion et aux incendies d'été. Un énorme volume de tourbe a été perdu ici. De toute évidence, le type de végétation nécessaire a du mal à s'implanter sur ces pentes abruptes, car la tourbière a besoin d'une nappe phréatique élevée. On voit bien que la nappe a disparu parce que la surface est ici, en bas plutôt qu'en haut. La replantation de l'un des marais contribue à stabiliser le sol. Il est possible de protéger davantage le paysage en érigeant des barrières pour réduire l'impact des crues soudaines, et des filets biodégradables peuvent stabiliser les flancs des ravins. Voici une tourbière saine. Cette mousse verte ici, ce sont des sphègnes. Mais ce qui est beaucoup plus important, vous pouvez le voir ici si j'appuie par terre, vous voyez le niveau d'eau vraiment tout près de la surface. C'est ce que nous cherchons à obtenir. Des tourbières saines et naturelles, bénéfiques pour la faune, utiles pour le stockage du carbone et excellentes pour la qualité de l'eau. Même avec le peu qu'il reste, les tourbières sont la réserve la plus importante de carbone au Royaume-Uni. Elles en stockent environ 3 milliards de tonnes, soit plus que dans les forêts de Grande-Bretagne et de France réunies. Au moment où le monde entier cherche à reconstruire son économie, la protection de l'environnement offre de nouvelles possibilités d'emploi. Nous subissons la crise du réchauffement climatique en ce moment et nous sommes également confrontés à une crise de l'emploi. L'idée, liée à la bioséquestration, de payer des gens pour gérer les écosystèmes de manière écologique, ouvre la voie à de nouveaux types d'emplois pour les personnes qui en ont vraiment besoin rapidement, en particulier dans les économies en développement. La gestion des écosystèmes naturels pour les biens et services qu'ils fournissent est liée aux négociations sur le climat de Copenhague en décembre 2009. Cependant, malgré 2 semaines de discussions préparatoires à Bonn en juin 2009, les délégués sont encore loin de l'adoption d'un simple texte de négociation. Les projets de négociation ne sont absolument pas prêts. Ce n'est pas la faute du président, mais plutôt parce que les positions des partis ne sont pas claires. Les positions des pays ne sont pas cohérentes non plus. Je pense que le niveau d'attention politique accordé aux problèmes par les chefs de gouvernement doit être renforcé.
Les délégués font de leur mieux pour examiner les détails, mais l'ampleur du défi est difficile à saisir. Selon Nate Lewis de l'Institut de technologie en Californie, nous devrons construire un réacteur nucléaire tous les 2 jours durant les 40 prochaines années si nous voulons avoir une chance de maintenir les niveaux de CO2 en dessous des seuils dangereux. Le groupe d'experts intergouvernemental demande des réductions entre 25 et 40% des émissions de CO2 d'ici 2020. Les économies émergentes comme l'Inde et la Chine n'ont toujours pas pris d'engagement pour la réduction de CO2. Et dans le monde développé, le Japon propose des réductions de 8%, les États-Unis 14% et l'Union européenne 20%. Mais le monde arrivera-t-il à accepter ce que la plupart des scientifiques qualifient de réduction importante? Les perspectives sont peu encourageantes. Je peux vous prédire que ça ne va pas arriver, parce que l'accord global qui est nécessaire n'est politiquement pas réaliste. Depuis quelques années, le monde dans son ensemble s'est créé une occasion. Maintenant, allons-nous profiter de cette occasion? Je n'en suis pas tout à fait convaincu, mais l'occasion est bien là. À nous d'en faire quelque chose.